Les vraies voix du foot, 20h-21h, Tonton Maurizio. C'était les corons, la terre, c'était le charbon, le ciel, c'était l'horizon. Quelle voix! Les hommes, des mineurs de fond. Allez, qui c'est les plus forts? Évidemment, c'est les Verts. On a un bon public et les meilleurs supporters. On va gagner, ça c'est juré. Allez, allez. Qui c'est les plus forts? Évidemment, c'est les Verts. Nous on joue au football et on n'a pas de frontières. Main dans la main, on va plus loin, plus loin. Allez. Salut à tous, c'est Tonton Maurizio sur Sud Radio pour notre nouveau rendez-vous Les vraies voix du foot, l'incontournable émission du mercredi soir 20h-21h sur Sud Radio où on vous parle football. On est obligé de commencer avec ces deux hymnes qu'on a tous chantés au moins une fois dans notre vie et pour rendre hommage au kiff procuré par l'ambiance du stade Geoffroy-Guichard samedi dernier lors de Saint-Étienne-Lens qui avait une victoire des Lensois, mais ça c'est secondaire, l'ambiance était vraiment extraordinaire. Alors que les temps sont un peu durs avec toutes ces salades hors football en ce moment, deux des meilleurs publics de France nous ont encore livré une ambiance comme on aime et digne de notre football. D'ailleurs, pourquoi je vous parle de ça? Aujourd'hui, je reçois deux inconditionnels des Verts, à commencer par Éric Blondel. Comment ça va, Éric? Bonjour, ça va, merci. Je vous ferai son CV tout à l'heure, vous allez comprendre pourquoi je vous dis qu'il est exceptionnel. Et on a par téléphone normalement monsieur Benjamin Danet, directeur général de But Football Club, notre partenaire. Bonjour Benjamin, est-ce que tu es avec nous? Mais je suis complètement là avec vous. Voilà, Bonsoir, enchanté. On t'a mis dans l'ambiance tout de suite avec les Verts et les Lensois. Tout va bien pour toi? Exactement, ça aurait été encore mieux si on n'avait pas perdu 2-0, mais sinon tout va très bien. Oui, mais ça c'est secondaire, le score. Après, c'est le sport. Voilà, nous on préfère rester sur la bonne note des deux publics qui sont vraiment magiques. Voilà. Exceptionnel. Mais il n'y a pas qu'avec Lens, il y a aussi avec les Girondins de Bordeaux. Ça se passe aussi bien dans ces cas-là avec les Bordelais. Alors là, tu fais un heureux parce qu'on a Maxime à la réalisation, c'est un Bordelais pure souche. Et là, tu as fait un heureux. Et je suis toujours accompagné de Pierre Grégoire, mon petit Pierrot. Comment ça va, Pierrot? Ça va très bien. Les gens ont dû croire que c'est une émission musicale au début, mais ce sera bien une émission foot. Ouais. Et voilà, effectivement, c'était important de parler de cette ambiance qu'il y a eu ce week-end. On aura l'occasion d'y revenir. Voilà, on va y revenir. Alors, au sommaire, on fera un petit retour sur la Ligue 1 avec le focus sur Saint-Étienne-Lens, bien sûr, parce que le match, le match avec cette ambiance extraordinaire, les débordements. Enfin, on fera un retour rapide. Il y aura la minute de Pierrot qui nous donnera un débrief complet de cette Ligue 1. On reviendra sur la Ligue des Champions, les matchs d'hier, avec surtout les clubs français, Monaco, PSG, puis on fera un tour des clubs européens. On parlera des matchs de ce soir, parce qu'on a encore deux équipes françaises. Tout à fait, on est à fond derrière le Stade Brestois qui est en train d'accrocher le Bayer Leverkusen actuellement, un partout. Stade Brestois qui reste sur 2 victoires lors des 2 premiers matchs, donc c'est une sacrée perf s'ils arrivent à accrocher le récent champion d'Allemagne. Voilà, et on a oui, là, ça serait magique. Et puis on a les Lillois, on y croit, et puis Barça Bayern, on en parlera tout à l'heure. Et restez bien avec nous, parce qu'à la fin, je vous parlerai de Éric Blondel. Là, pour ceux qui nous regardent, parce que vous pouvez nous regarder en direct, ceux qui nous regardent, vous voyez quelqu'un de discret, effacé. C'est une légende, pour moi, je peux vous le dire. C'est une légende. Je ne sais pas si mon micro fonctionne, j'entends plus. Ah si, tu es là. Ok, ça fonctionne. Voilà, restez avec nous. On revient tout de suite après ça. L'info du jour avec butfootballclub.fr. Eh ben on est là avec butfootballclub.fr. Voilà, j'avais un petit Benjamin Danet est avec nous. Voilà, Benjamin Danet. Alors, Benjamin, on te laisse la parole le premier, j'entends très très mal dans mon cas. Benjamin, est-ce que tu peux nous parler de cette ambiance de Saint-Étienne-Lens? L'ambiance, de toute façon, qu'elle soit liée au match de Lens ou qu'elle soit pas liée au match de Lens, elle est toujours assez exceptionnelle dans le Chaudron pour ceux qui ont eu la chance de connaître. Après, la venue des supporters lensois, ce que je disais tout à l'heure, c'est un peu comme celle des Bordelais. Ça entraîne des mouvements de sympathie avant le match, des accolades, des sourires, des partages de chants, et c'est tout simplement exceptionnel. Lens, ça fait à peu près 50 ans que ça dure. Il y a même des anecdotes incroyables dans les années 70
70. Mais si pour vous dire à quel point ça se passait bien, c'est que Roger Rocher un jour a été appelé dans la nuit, le lendemain matin, d'un match Saint-Étienne-Lens, et les supporters des deux clubs avaient tellement fêté ça, et certains ne se souvenaient plus exactement où ils habitaient, et 50 Stéphanois avaient pris le quart des supporters lensois et étaient retournés à Lens alors qu'ils habitaient Saint-Étienne. Ouais. Donc ça s'est passé comme ça, et on peut dire que cette amitié elle perdure, et c'est vraiment sympa puisqu'on stigmatise souvent les supporters, mais quand ça se passe comme ça, c'est vraiment génial. Voilà, on va en parler juste après, mais je voulais vraiment que tu nous donnes ton avis, parce que c'est vrai que les Verts, c'est le patrimoine, les Lensois, les Verts, c'est c'est les précurseurs dans notre football en France. On a aussi, alors il va nous donner son avis tout de suite, Éric Blondel, qui a travaillé à Saint-Étienne. Oui. Cette ambiance, Éric? Non, mais Saint-Étienne, c'est particulier. Moi qui est né en 64, pour moi, Saint-Étienne, c'est le patrimoine du football français. Ça veut dire que c'est Rocheteau, Piazza, les frères Révelli, Kurkovic. Et ces années-là, moi, à 10 ans, j'attendais le mercredi soir pour voir le Dynamo de Kiev ou Anderlecht ou Eindhoven d'hier soir, qu'on fait mal à Paris, contre la Saint-Étienne. Cette époque-là, franchement, c'est ce qui m'a fait démarrer et aimer le football, c'est les années 74. Ouais, c'est ça. Et puis on n'oublie pas, on peut pas oublier, Pierre, le Saint-Étienne, toi qui es pas un petit peu plus jeune que nous, les Verts. Non, bien, je suis d'accord. Les inconditionnels de Saint-Étienne pensent forcément à Oleg Blokin, Dynamo Kiev, l'épopée européenne, la fameuse action, Rocheteau qui n'a plus de crampes quand il marque. C'est vrai que c'est le patrimoine français. On avait déjà eu l'occasion d'en parler suite à la déculottée, désolé, à Nice en championnat. Ouais, il y a 15 jours, 3 semaines. Tout à fait. Donc je rebondis sur cette question pour Benjamin qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Comment tu vois la suite? Ce Saint-Étienne sous Ivan Gazidis qui est ils ont perdu, il n'y a pas de honte à perdre contre Lens. Saint-Etienne, c'est la deuxième, ils sont 14e, mais c'est la deuxième pire défense du championnat. Montpellier étant devant eux en termes de pire défense, et ils ont viré l'entraîneur cette semaine. On en parlera. Donc voilà, comment tu vois un peu l'avenir? Saint-Etienne, je pense que vous en avez un peu marre de faire l'ascenseur L1, L2. Donc Ligue 1 à 18 clubs, est-ce que ça va pas être un peu compliqué cette année? L'avantage, c'est qu'après le match de Nice, on était condamné à la Ligue 2. Larry Tannenbaum et Ivan Gazidis étaient des incompétents. Olivier Dalloglio était complètement nul. Et puis une semaine après, on tape au fer 3-1 à Geoffroy Guichard. Et là, comme par hasard, on n'est plus condamné à la Ligue 2 et ceci et cela. Donc dans le football, ça va très vite. Très très vite. Il faut avoir un peu de justesse, de mesure et de recul. Moi, en ce qui me concerne, je supporte, je suis un petit peu plus jeune qu'Éric Blondel parce que je suis né un petit peu plus tard. Je suis 100% parisien, mais ça m'a pas empêché de faire à peu près 400 ou 500 matchs dans le chaudron, de participer à la création des Magic Fans et tout ça. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir des gens sérieux à la tête du club, parce que jusqu'à preuve du contraire, Ivan Gazidis, il a une expérience au Milan AC et Arsenal, c'est pas n'importe qui. On a la chance d'avoir un propriétaire qui est quand même assez riche et qui a déjà fait preuve de son savoir-faire, qui est Larry Tannenbaum. Et on a un groupe et on a eu un mercato avec des jeunes joueurs qui certes sont effectivement un peu jeunes, on peut dire qu'il manque ceci, il manque cela, mais l'objectif, faut pas se tromper, faut faire preuve d'humilité, ça va très bien aux gens de Saint-Étienne et aux supporters des Verts, et le seul objectif, il s'appelle le maintien, et pour le moment, on est dans les clous, et moi je pense qu'on y arrivera parfaitement, et en plus, n'oublions pas, il y aura peut-être un mercato d'hiver pour affiner certaines choses. Alors, moi je t'écoute avec vraiment beaucoup d'attention. Tu nous fais un panel d'informations. Et Eric, qu'est-ce que tu penses de ce qu'il vient de dire? Oui, c'est important de mettre quelqu'un d'un certain niveau avec une certaine expérience, mais il faut quand même pas oublier le travail qu'a fait Bernard Cayazo et Roland Meillet. Je sais que là-bas, ça va faire tousser. Pendant des années, ils ont quand même fait beaucoup pour le club. Alors peut-être qu'ils étaient en fin de cycle. Ils ont vendu peut-être au bon moment, tant mieux. Ça va repartir sur une autre aventure, mais un petit clin d'œil quand même pour ces deux présidents qui ont donné beaucoup. Voilà. Pierre, tu voulais aussi nous donner ton avis? Oui, je suis obligé de rejoindre Eric. Alors quand il dit que ça va faire tousser, ça fait aussi rire forcément. Saint-Étienne les dernières années, on pense forcément à la relégation, au derby lyonnais souvent perdu. Ça c'est vrai, un peu la valse des entraîneurs. Mais le fait est que le club aujourd'hui, je suis d'accord, là l'objectif c'est le maintien. La Ligue 1 c'est très compliqué, malgré tout ce qu'on peut entendre. Voilà, tout le monde jouera cher
clairement sa peau. Et vis-à-vis, c'est pour faire le lien avec ce qu'on a dit tout à l'heure en termes d'ambiance, c'est bien de voir que le peuple vert sera toujours là derrière son club. Alors ça joue pas forcément bien. C'est vrai qu'après la défaite à Nice, il y avait eu le regain, comme a dit Benjamin. Le match, on a des joueurs qui se sont un peu pris les devants. David Ashvili notamment, Larsonneur a fait un bon match contre Lens. Alors, il prend un premier but, le premier but de Frankowski. Certains diront que c'est pour lui, mais voilà, le deuxième but, c'est une erreur individuelle. Donc on va leur souhaiter le meilleur. Mais la Ligue 1 c'est compliqué. On y viendra avec les matchs du week-end notamment. On en reparlera. Alors bravo aussi aux Lensois parce qu'on fait l'apogée des Verts. Bien sûr, on est nostalgique, mais bravo aux Lensois. Je vais casser tout de suite l'ambiance avec pour moi le match Montpellier-OM avec les débordements. Alors les débordements, pour moi, il y en a deux vraiment importants. C'est dans les tribunes, bien sûr, on va y revenir. Et puis l'attitude, enfin les propos de Laurent Nicolin. Alors je le cite, comme ça je suis sûr de pas bégayer. J'ai mis fin à Michel Derzakarian ce soir. C'est-à-dire que c'est même pas du français ce qu'il dit. Voilà, moi je suis un peu en colère contre Nicolas parce que c'est un manque de respect. Je sais pas ce que t'en penses, Benjamin. C'est un manque de respect pour le coach, non? Je pense que c'est sous le coup de. Je pense qu'il parle sous le coup de l'émotion parce que des interviews il en donne assez souvent. On peut pas dire qu'il soit coutumier du fait. Après, je pense qu'en plus quand il vient parler à la presse, il sort du vestiaire où visiblement il a absolument défoncé ses joueurs et que voilà aujourd'hui il se retrouve à aller chercher quelqu'un qu'on connaît bien à Saint-Étienne puisqu'il s'agit de Jean-Louis Gasset. C'est l'éternel. Qui connaît à Montpellier aussi un peu. Voilà exactement. Jean-Louis Gasset doit prendre sa retraite depuis 10 ans mais il la prend jamais. Non, jamais. Et voilà, je pense que effectivement il a mis fin à Derzakarian, un personnage qu'il aime beaucoup, dont il est très proche, mais comme il le dit juste derrière, il peut pas virer 25 joueurs, donc voilà, il vire son entraîneur. Ouais, mais c'est de la manière, c'est la manière qu'il a fait. Après que tu te sépares d'un coach, bien sûr, ça peut, il y a pas de souci, mais c'est ses propos, voilà, que je voulais reprendre. Et Pierrot, tu voulais nous dire? À chaud. Après, c'est important qu'Éric donne son avis aussi pour Jean-Louis Gasset. C'est un nom qu'on connaît bien. Jean-Louis Gasset, 3e passage à Montpellier, 2017 et 98 quand il a commencé en tant que numéro 1 à Montpellier notamment. Là, c'est vrai que c'était à chaud pour Laurent Nicolin. Se faire battre par Marseille à domicile à la Mosson, ça fait jamais plaisir, encore plus quand on en prend 5. Donc là, c'est vrai qu'à chaud, il a fallu réagir. On va mettre ça sur le dos de la colère, la contrariété d'avoir perdu. Oui, tout à fait. Mais la contrariété doit empêcher quand même la bêtise. Et là, je pense que tu voulais revenir sur les débordements dans les tribunes. Dans les tribunes où les supporters marseillais, on a Eric qui a été chef de la sécurité notamment. C'est important d'avoir son avis dans la tribune où les supporters marseillais devaient cacher leur maillot et ne pas célébrer les buts marseillais jusqu'à la sortie du stade. Moi, j'ai lu des articles assez effroyables où les gens cagoulés en noir, alors on va appeler ça des supporters, mais ça n'a que le nom et encore, qui vraiment ouvraient les vestes des supporters d'abord du stade après le match pour voir qui avait un maillot de Marseille, ainsi se défouler et faire un lynchage. Et ça n'a évidemment pas sa place dans le football, malheureusement. Non, mais c'est vrai que c'est triste. Il faudrait que ça, franchement, tout ça s'arrête un peu quand même. Quelle solution, Eric? Tu as été responsable de la sécu, on en parlera tout à l'heure. C'est très difficile. Alors, ils essayent évidemment d'éviter en déplacement que les supporters de l'équipe adverse se déplacent. Bon, alors, mais c'est pas facile à gérer, hein. C'est très très compliqué à gérer ce genre d'événement. Franchement, c'est vrai que moi j'ai connu les Paris Saint-Germain, l'OM, les l'OM Paris Saint-Germain. Et croyez-moi que c'était pas une partie de plaisir. Mais je trouve que ça c'est quand même sur ces matchs-là, je trouve que ça s'est calmé quand même. C'est beaucoup moins difficile qu'avant. Ça l'a été là. Alors, on va libérer Benjamin Danet. On va te remercier d'avoir été avec nous. Je vous en prie. Et puis on va revenir après ça sur un petit peu sur la Liga puis sur la Ligue des Champions. À tout de suite, restez avec nous. Les vraies voix du foot, 20h-21h, Tonton Maurizio. Vous êtes toujours avec nous sur les vraies voix du foot avec mon petit Pierre Grégoire qui est toujours avec nous. Ça va toujours, Pierrot? Ça va toujours, plus que jamais. Je sais plus si... Oui, j'ai parlé de Maxime tout à l'heure à la réalisation toutes les semaines. Oui, je suis là. L'apogée inamovible. Maxime le Bordelais. Et puis on a Eric Blondel qui est notre invité ce soir et sur qui on développera tout à l'heure un gros sujet parce que c'est une perle. Je vous le dis, restez avec nous. On va revenir tout de suite faire un petit débrief d'hier soir, la Ligue des Champions. Pour commencer, je te lance sur quoi? Monaco? On peut commencer par Monaco, il y aura peut-être moins de choses à dire parce que le PSG, il y a beaucoup de sujets, je sais qu'on a un auditeur aussi. Monaco qui a fait très bonne impression, alors certains diront que c'était l'étoile rouge de Belgrade, le duel de clubs en rouge. Monaco qui s'est imposé 5-1 avec un but de Magnès Akliouche, je répète, pour un certain Didier D.
Ouais, mais c'est pas lui qui a joué. Non, c'est Ben Seguir qui joue avec d'accord, voilà, j'allais dire, j'allais dire Cluj, qui a fait encore un match complet hier. Il y a eu Mbolo qui s'est rassuré aussi en marquant ses premiers buts de la saison seulement. Victoire aisée de Monaco, qui on avait quitté un peu frustré suite à son nul le week-end dernier contre Lille dans le choc des Européens. Ils avaient été plombés par le rouge de Thésée et malgré tout, ils avaient failli gagner si Chevalier les avait pas empêchés de gagner. Donc, belle perf de Monaco hier, qui a engrangé 7 points en 3 matchs. Donc, Voilà. je suis assez Monaco, confiant pour eux, en battant le Barça notamment. Ouais. Donc, je suis assez confiant pour eux, un peu moins pour le Paris Saint-Germain. Voilà. Alors, le PSG, attention, Eric commence à bouder. Le PSG. Je pense que ça ne doit pas être le seul, mais voilà, le PSG donc accroché comme les gens le savent par le PSV Eindhoven hier, malgré j'ai trouvé une domination, malgré tout, après les gens diront stérile, un jeu de possession et puis surtout une finition, désolé, mais Dembélé ça s'est pas arrangé. Mais il sait toujours pas s'il est droitier ou gaucher. Ah, c'est embêtant. Voilà, c'est ça. C'est embêtant au niveau. Les oiseaux ont une petite idée, mais on n'arrive pas à avoir des infos. Oui, c'est Hakimi qui a marqué le but pour le PSG hier, donc toujours le même Hakimi débat. latéral droit. Hakimi latéral droit, Voilà. donc quand est-ce que le PSG achètera un numéro 9, un vrai numéro 9, ça c'est la question. On a une confrère, avant de donner la parole à Eric, on a une confrère qui a carrément demandé à Hakimi à la fin de son interview, je ne sais pas si vous avez vu ça, s'il était avant-centre. Ah, c'est leur marche sur la tête, c'est n'importe quoi. Eric, le PSG, tu connais bien le PSG, on verra. Bah oui, je connais. Mais pourquoi j'ai travaillé pendant quelques années là-bas. Et en plus, hier soir, j'ai été avec Louis au Parc des Princes avec des amis. C'est vrai qu'on regarde le début du match, on pense que ils vont gagner 2-3-0, ça va bien se passer les 10 premières minutes. Et puis, en fin de compte, comme d'habitude, quand tu prends un but un peu en contre, entre guillemets, et bien après, tu butes sur une équipe qui est bas, et puis après, tu as du mal à marquer, il marque quand même. Mais après, on peut se poser des questions sur sa composition d'équipe. Si même moi, j'aime pas tellement remettre en cause un entraîneur, parce que c'est Luis Enrique, c'est le Barça, c'est la sélection espagnole, c'est quand même un monstre d'entraîneur. Mais hier, personnellement, je pense qu'il s'est complètement planté. Bah, ça fait un moment qu'on a le même avis que toi. Il se plante un peu. On comprend pas en fait. On comprend pas ce qu'il met en place. À part la conservation, il n'y a pas de verticalité liée avant-centre. On a aussi Dan avec nous, un auditeur. Je t'ai coupé Pierre, mais Eric. Mais est-ce que Dan, tu es avec nous? Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Est-ce que tu étais au stade hier, Dan? Alors non, j'étais pas au stade, mais j'étais devant ma télé malheureusement. D'accord. Alors donne-nous ton avis parce que maintenant que j'ai coupé Eric, tu peux y aller. Ça intéresse bien Dan. Hein. Allez, donne-nous ta version. Je redonnerai la parole à Eric après. Non, mais effectivement, en fait, j'ai l'impression que les matchs se suivent et se ressemblent en Ligue des Champions. C'est-à-dire que là, comme l'a souligné Pierre, on a un Dembélé qui a zéro finition. C'est un peu son début en Ligue 1, c'est un peu un trompe-l'œil depuis le début de la saison. Ouais. Et surtout, moi, ce que je vois, c'est qu'en 3 matchs de Ligue des Champions, on marque 2 buts et pas nos 2 latéraux. Et encore sur 2 coups de chance. Oui, c'est vrai. Donc là, le premier match à la dernière seconde contre Girone, où vraiment c'est un miracle à la dernière seconde, le goal il fait n'importe quoi. Là, le goal il se la prend entre les jambes. Honnêtement, il doit la capter. Ouais. Donc là, non, ça commence à faire beaucoup. On voit clairement. Et Luis Enrique, si tu devais nous donner ton avis, Luis Enrique, t'y crois pas? Parce qu'en plus, il vient d'être renouvelé. Prolongé. 2027. Alors moi je pense que son renouvellement c'est une très bonne chose. Pourquoi? Parce qu'on a tendance à Paris dès qu'on gagne pas la Ligue des Champions à virer l'entraîneur pour en prendre un autre. Je suis d'accord avec toi. On en a eu d'excellents. Je suis d'accord avec lui. Oui, il nous l'a dit. Là, tu t'es fait un pote là. Non, mais en off, il nous l'a dit. Eric, il est arrivé, il a dit faut laisser travailler les gens. Bah oui. Non mais je suis tellement d'accord avec Eric dans le sens il s'y connaît très bien. Donc voilà, je suis très content d'être sur la même longueur d'onde. Ouais. Mais non, mais c'est très important de laisser travailler l'entraîneur. On voit que Arteta là par exemple à Arsenal, il a mis 2 ans avant de lancer une machine. Enfin, Arsenal, moi, c'est ma deuxième équipe Arsenal, je les suis depuis 96. Ouais. Voilà, je les ai jamais vus aussi bien depuis les Invincibles de Thierry Henry. Ouais. Donc là, pour revenir sur Luis Enrique, je pense que c'est très bien de lui laisser du temps. On n'a pas laissé le temps à Ancelotti, on n'a pas laissé le temps à Unai Emery ni à Thomas Tuchel. Au final, ils ont tous gagné quelque chose en partant, notamment pas mal de Ligue des Champions. Je pense qu'il faut laisser le temps à Luis Enrique, mais quelque chose en place. Il a aussi un effectif. Il faut laisser sa chance au produit, comme dit Jean Pierrot. Mais comment t'expliques, Dan, par exemple, comment t'expliques la différence? On peut dire qu'il y a 2 Fabian Ruiz. Alors, je vais pas taper sur les gratuitement, mais comment ça se fait que t'expliques la différence de niveau entre quand on le voit avec la sélection espagnole et quand on le voit avec le Paris Saint-Germain, qui est espagnol en plus? On peut pas dire que ce soit la barrière de la langue avec l'entraîneur. Oui, et puis je pense qu'en plus hier il a mis Fabian Ruiz à la place de Vitinha. Alors là,
Je sais que quasiment à toutes les compos de Luis Enrique, on se pose des questions. Là, c'est quand même une énorme question parce qu'à part celui-là, je ne sais pas. Non, mais alors, pour par répondre contre, à ta question, Pierre. Alors, Dan, pardon, si je peux, juste, je fais une parenthèse. Nous, on est là, on commente le résultat. Après, dans la semaine, on ne sait pas ce qui se passe. Est-ce que il y a eu un problème de blessure? On ne sait pas. Est-ce qu'il n'y a pas eu un petit problème de maladie, où il se sentait un petit peu moins bien, de fatigue, il veut garder Vitinha pour dimanche, il a fait une erreur, on ne sait pas. Après, quand on n'est pas à l'entraînement toute la semaine, pour avoir travaillé longtemps dans les staffs, on ne peut pas trop savoir, c'est vrai, ce qui s'est passé, mais je suis assez d'accord avec toi. Voilà, là, tu as le raisonnement d'Éric Blondel qui a été qui a travaillé des années préparateur physique. Non, mais c'est de quoi il parle. Et c'est vrai, de l'extérieur, on a tendance à porter un jugement, alors qu'en fait, si tu as toutes les tenants, les aboutissants, tu comprends peut-être pourquoi il n'a pas fait jouer Vitinha, parce que nous, on comprend pas pourquoi il l'a pas fait jouer. Alors, Eric, j'ai peut-être un élément de réponse en fait. Je comprends tout à fait ce que tu dis, et bien sûr. Mais en fait, plutôt qu'on parlait de la journaliste tout à l'heure qui demandait en rigolant si Hakimi était finalement le 9 du PSG, j'aurais préféré qu'elle pose la question pourquoi Vitinha n'a pas joué, est-ce qu'il est blessé? Tout le monde se pose la question. Ouais, c'est vrai. Mais personne n'a demandé en fait pourquoi. Ouais. Non, moi j'ai l'impression que c'est vraiment la patte d'Enrique, que c'est lui qui a vraiment on lui a laissé les clés du camion et puis voilà, parce qu'il fait ses choix et puis ils sont même pas, j'ai envie de te dire, ils sont même pas contestés. Non mais en fin de compte, il est parti d'une semaine de travail. En disant mardi j'ai un match, dimanche j'ai un match. En habillant la mariée, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit voilà, il faut à tout prix que je batte Eindhoven parce que Arsenal, j'en ai pris 2. L'autre côté derrière, automatiquement la Ligue des Champions, si je bats pas Eindhoven, ça va faire un peu désordre. Ouais, tout à fait. Donc c'est là où je dis qu'il s'est trompé. C'est dans les 11 du départ. Si évidemment Vitinha et que le petit qui joue 9,5 là. Neves, Lee, qui a rien à faire dans cette position parce que c'est pas du tout sa place. Donc en fin de compte, c'est là que je me pense qu'il s'est trompé sur les 11 du départ. Et après, il a voulu un petit peu rectifier. Et où j'ai un peu les boules, pour finir là-dessus, c'est que quand il fait rentrer Colomani, il le met à gauche. Alors ça... Ouais, il fait rentrer Colomani pour amener un apport offensif et il retire un offensif qui est Barcola. Non mais il le met à gauche. En équipe de France, il flambe et il plante en jouant dans l'axe. Ouais, mais des fois, on comprend pas des fois. C'est ça qui se trouve Colomani, il est gaucher. Ça se trouve, c'est un grand buteur. Ça expliquerait beaucoup de choses. C'est vrai que certains entraîneurs ont un ego surdimensionné. Mais on ne comprend pas. Je voudrais comprendre, moi. Dan, avant de te donner la parole, je voulais juste t'as mis le doigt sur un truc, c'est que il y a le Classico dimanche. Donc Enrique est déjà dans le futur. T'es d'accord avec ça, Dan? Pas du tout. Pas du tout, parce que on a un match mardi, on a un match dimanche. Bon, il y a quand même 5 jours de repos entre les deux. Je pense que c'est des joueurs qui ont l'habitude de jouer tous les 3 jours. Si vraiment les matchs les plus importants, c'est Eindhoven et Marseille, on fait reposer Vitinha contre Strasbourg et on le met contre Eindhoven et... Pas bête. Après, c'est surtout... Oui, mais attention, ils reviennent de sélection. Si je peux me permettre, en tant que préparateur physique. Après, il y avait une journée de championnat. Ils reviennent de sélection. On ne sait pas comment ils ont voyagé quand ils arrivent. C'est plus le camp des Loges chez Poissy. On ne sait pas comment ils ont voyagé. Donc c'est pour ça que je dis, mais je suis d'accord avec toi, mais c'est pour ça que je dis, dans les semaines de travail, dans un club, on ne sait pas ce qui s'est passé. Je suis d'accord, mais dans ce cas-là, pourquoi mettre Vitinha contre Strasbourg? Pourtant, c'était juste après la sélection. Donc l'excuse de la sélection, je la comprends pas. C'est justement parce qu'il a mis Vitinha contre Strasbourg que peut-être derrière il y a le petit oui, peut-être que. Mais j'aurais aimé qu'il s'exprime aussi là-dessus, Luis Enrique. Oui, pour rebondir sur ce que vous disiez, effectivement, Luis Enrique, il a un problème. Et puis, c'est pas un vrai problème en soi. Mais il l'a encore dit hier, c'est qu'il veut que tous les joueurs puissent jouer à au moins 2 ou 3 postes différents. Il essaye des trucs. C'est pour ça qu'on parlait de Kangin faux 9, Asensio faux 9. T'essayes une fois, t'essayes 2 fois, t'essayes. Là, on a compris que c'est pas un 9 et que c'est ni un 9,5 ni un 9 3 quarts. Non, mais j'ai envie de vous dire que ça fait 1 an qu'il met Warren Zahir Emery défenseur droit. Donc, on n'est pas contre l'expérimentation. C'est juste là fâcheux d'avoir perdu des points contre Eindhoven, parce que je dois rappeler qu'ils doivent recevoir l'Atlético Madrid dans 2 semaines, aller à Munich face au Bayern, aller à Salzbourg, réception de Manchester City et potentiellement jouer une qualif ou un barrage à Stuttgart.
Stuttgart, qui est jamais facile à gérer chez eux. Donc bon courage à eux. Le calendrier de Monaco est bien plus. Moi, je suis plus optimiste pour Monaco. Il y aura Bologne, Benfica notamment, Aston Villa, l'Inter. Mais voilà, le PSG, il faudrait peut-être, ou alors donner une ligne directrice fixe en disant tant pis la Ligue des Champions, on vise pas le top du tableau, mais voilà, une ligne directrice, s'en tenir à quelque chose. On met les pinceaux. T'as totalement raison, Pierre. T'as totalement raison. Et puis il faut pas oublier quelque chose aussi, c'est qu'on a l'effectif le plus jeune de la Ligue des Champions. Ouais. Donc oui, PSV Eindhoven, on doit les battre à domicile, on aurait dû les battre. Là, si on touche 18 montants en Ligue des Champions depuis l'année dernière, il n'y a pas de hasard. C'est qu'en termes de finition, voilà, on n'est pas bon. Ouais. Là, les actions, parce qu'on n'en parle pas, mais les actions de Barcola, il en a 3. Sur les 3 en Ligue 1, il en met 2. Ouais, non, mais c'est sûr que c'est un autre niveau. On va voir alors. Voilà, à voir. Écoute, Dan, on dit toujours qu'une heure c'est trop court. Et, voilà, on te remercie. Merci à toi d'avoir participé à notre discussion. À bientôt. Restez avec nous. On revient tout de suite après ça pour continuer sur la Ligue des Champions et puis sur le sujet sur Éric Blondel. Restez bien avec nous juste. Les vraies voix du foot, 20h-21h, Tonton Maurizio. Vous êtes toujours avec nous sur les vraies voix du foot, avec toujours Maxime à la réalisation, Pierrot et Éric Blondel, c'est ça notre invité. On va revenir tout de suite sur la Ligue des Champions. Je donne juste une info et je laisse la parole à Pierrot qui va nous faire sa minute. Ligue des Champions, la Juve a perdu 1-0. Voilà, je dis ça, je dis rien. Voilà. À bon entendeur. Je peux commencer par ça, mais c'est vraiment au cas où il y a des supporters de Naples autour de la table. Je sais pas qui. Mais effectivement, la Juve qui s'est inclinée, c'est important de savoir que c'est leur première défaite de la saison. Alors, ils font pas un championnat non plus extraordinaire. Ils sont pas leaders d'ailleurs de Serie A, mais ils ont perdu sur un but en toute fin de match dans l'ancien pensionnaire de Ligue 1. Ils ont aussi arrêté un pénalty. Exactement. Mattia Perrin a sorti un pénalty d'Enzo Mio. On dit souvent du bien de lui. Il a raté un pénalty hier, mais sans conséquence. Victoire méritée de Stuttgart. J'ai bien aimé la lucidité de Thiago Motta qui, après la défaite, a reconnu que son équipe méritait de perdre. Et surtout qu'il a voulu vite passer à autre chose parce que dimanche, il y a un choc, le derby d'Italie contre l'Inter Milan. Et il ne faudra pas se louper parce que c'est toujours un match attendu. Et la Juve, qui est poussif offensivement, ils ont fait preuve hier de trop de timidité face aux Allemands qui ont mérité la victoire. Alors, fais-nous rêver, parle-nous du Real de Madrid. Je bifurque sur un autre club allemand qui a subi la dure loi du Real Madrid. Donc, c'est le Borussia Dortmund qui menait 2-0, pour rappel, face au Real à la mi-temps. Des buts de Baino Gittens et de Daniel Malen. Et puis, il doit se passer quelque chose au Bernabeu, c'est pas possible. Le côté magique de la remontada du Real qui s'est imposé 5-2, un triplé de Vinicius Junior à quelques semaines du Ballon d'Or. Je pense qu'il a envoyé un message très clair et je vous recommande surtout ces 2 derniers buts. Il fait preuve d'une surpuissance absolue. J'ai trouvé ça fou. J'ai trouvé ça fou et il met le stade dans sa poche et à partir du moment où le Real prend l'avantage, le but du 3-2 par Lucas Vazquez, le stade c'était un enfer pour les joueurs du Borussia Dortmund qui tombaient tous comme des plots et qui n'ont jamais pu relever la tête. Donc victoire 5-2 du Real, ça peut paraître sévère pour le Borussia qui a quand même tenu tête au Real, qu'on menait 2-0, mais Vinicius Junior quand inscrit ses 3 premiers buts en Ligue des Champions et qui s'affirme sérieusement. C'est fort, il va plus vite à la fin qu'au début. Exactement. Quand il était arrivé au Real Madrid en 2018, il avait commencé par la réserve et tout le monde disait mais c'est qui ce mec qui est d'une maladresse mais terrible, et au final il a tellement progressé qu'aujourd'hui ça en fait l'un des meilleurs joueurs du monde. Très rapidement, il y a eu le Arsenal aussi qui s'est imposé face au Shakhtar 1-0 dans la difficulté, qui ont eux aussi raté un penalty. D'ailleurs, ça a été assez rigolo. Il y a eu 3 penaltys. Qu'est-ce qu'on s'est ennuyé sur ce match? Oui, on s'est ennuyé. Alors, la faute au Shakhtar qui a défendu ce qu'il pouvait. En plus, le pire, c'est qu'ils mettent un but de casquette, un but contre son camp du pauvre gardien ukrainien. C'est Trossard qui a raté le penalty pour Arsenal. Et c'est surtout la triste nouvelle, c'est la blessure a priori assez grave de Riccardo Calafiori, le latéral italien, qui depuis qu'il avait gentiment poussé Zinchenko sur la touche au sens propre du terme, avait vraiment gagné sa place. Il avait marqué en championnat à City et là, le pauvre, ça a l'air assez sérieux. C'est le genou, si je dis pas de bêtises, qui a tourné. Mais Arsenal se refait un petit peu de confiance après la défaite surprise. Tu peux dire se refait la chemise. On peut dire. Quelle heure il est là. Ils avaient perdu à Bournemouth avec un rouge de Saliba le week-end dernier, défaite surprise. Et là, ils se sont un peu refait la cerise. Donc, je peux le dire cette fois. Je te fais reposer 2 secondes, Eric. Hier, tu étais au parc. J'étais au parc. T'as vu aujourd'hui un peu les résumés, t'as vu Vinicius, t'as vu de quoi il parle. C'est surtout qu'ils sont menés 2-0 à la mi-temps. Ah oui, ça. C'est impressionnant. Ils ont 45 minutes pour gagner le match. C'est-à-dire que
j'aurais bien voulu qu'hier, au parc, il y a la même réaction. Parce qu'ils en mettent 5 derrière. Ça nous rend envieux, tu sais, quand on voit un vrai match de foot, on dit mais c'est ça le foot. C'est ça. Ils ont réussi à emballer, ils ont réussi à retourner une situation très compliquée. Ils ont l'habitude d'emballer au Real. Ils sont quand même armés devant. Ouais, bah oui, il y a quand même du monde. Oui. Bah, en termes de remontada, le PSG, il sait ce que c'est, malheureusement. Mais oui, c'était assez impressionnant. Pour revenir en performance juste, très brièvement, Aston Villa aussi l'a emporté. C'est le seul club à 9 points, 3 victoires en 3 matchs. Donc, je ne dis pas qu'ils vont gagner la Ligue des Champions, mais ils sont sur une bonne dynamique avec Unai Emery, une ancienne Brest, connue. C'est des équipes qui sortent de nulle part et qui vont nous faire un peu fraîcheur. Ils peuvent être rejoints que par Liverpool et Benfica ce soir. Si les deux clubs gagnent, ça fera 9 points en 3 matchs. Pendant que Brest est en train toujours d'accrocher le Bayer Leverkusen. D'ailleurs, on n'en parle pas beaucoup, mais Eric Roy fait un boulot extraordinaire à Brest. Extraordinaire. On n'en parle pas assez. Extraordinaire. C'est vrai. Ce garçon. C'est vrai. On espère qu'il va amener Brest aussi, pourquoi pas, leurs chances elles sont toujours les Leverkusen ce soir, c'est magique. Il doit rester quelques secondes. Pour l'instant, c'est un partout, on est dans le temps additionnel. Voilà, déjà ils ont égalisé. Ouais. Alors, il manquait Boniface au Bayer Leverkusen, mais c'était une belle perf. Il est incollable. Quand même. Ok, d'accord, j'ai compris Eric. Eric, il te regarde avec les yeux de l'amour. Il va m'en mettre une. Non, je crois pas. Il te regarde et il dit c'est pas possible, c'est mon fils adoptif, qu'est-ce qu'il est doué. Non, mais voilà, c'était important de mettre l'accent dessus. Et on finit avec le dernier club français, c'est Lille, qui se déplace ce soir après avoir battu le Real Madrid face à l'Atlético Madrid, qui est en pleine bourre. L'Atlético, ça va être pas facile pour les Lillois. Bon, j'avais dit ça face au Real. Les Lillois, ils sont en pleine bourre aussi, en espérant que Chevalier fasse autant de miracles. Les Lillois, ce soir, donc à 21h face à l'Atlético. Je mets l'accent aussi sur un match qui nous rappelle beaucoup de souvenirs. C'est un Barça-Bayern ce soir, un alléchant Barça-Bayern. Les deux leaders de leur championnat. Le Bayern en a collé 4 à Stuttgart avec un triplé d'Harry Kane ce week-end. Le Barça en a collé 5, si je dis pas de bêtises, avec un doublé de Lewandowski. Donc ça devrait être feu d'artifice. Du moins, c'est ce qu'on espère à chaque fois qu'on voit ces deux noms de clubs sur l'affiche. Même si là, c'est que les poules, entre guillemets. Mais ça peut être intéressant à voir. Et voilà, c'était le gros match de la soirée. Avec, normalement, ça devrait passer pour City face au Sparta Prague également. Mais en tout cas, le Bayern-Barça, deux équipes en pleine bourre. Et je pense que beaucoup de yeux seront rivés vers eux. Et puis on est tous Lillois. Qu'est-ce que tu penses, Eric? Je profite que tu es là, que tu as des préparateurs physiques, que tu connais tout à rayon. L'accumulation de matchs. J'allais vous dire rapidement finalement, cette Ligue des Champions, on est en train de s'y faire. On est en train de s'adapter, on est en train de se régaler, plus ou moins. T'en penses quoi? Je pense qu'il y a de plus en plus de matchs et qu'il faut protéger un peu la sécurité physique des joueurs. En fin de saison, c'est une double question. Ils sont cramés, les mecs. Avant la fin de saison, ils seront cramés. C'est bien ton avis? Ah ouais. C'est trop. Parce que la qualité va en découdre, on va avoir des matchs un peu, pas avec des équipes remplaçantes, mais bon, les mecs vont au charbon tous les 3 jours. T'as beaucoup de blessés, puis après les mecs sont moins motivés. Pourquoi? Parce qu'ils sont fatigués. Non, mais c'est vrai que les accumulations comme ça, c'est compliqué. Ouais, ça fait beaucoup. T'aurais été, toi, ton avis de préparateur physique, tu ménagerais la chèvre et le chou, tu gérerais le groupe. Quand t'es préparateur physique, il y a des joueurs d'un certain âge comment dirais-je, aménager beaucoup plus que des jeunes. Un gamin, quand je vois des fois, je regarde des matchs où un gamin qui a 18-19 ans, qui a des crampes, ça me rend fou. Ouais, c'est vrai que c'est surprenant. Il sait pas s'alimenter, il boit pas, qu'est-ce qu'il fait? Voilà, ça me rend dingue. À la 75e minute, il a des crampes. Après, sur un joueur qui a 34, 35 ans, qui est un peu plus vieux, il faut les gérer différemment. Je sais que moi, à Paris, Ricardo, sur la fin de son passage à Paris, il avait un problème au genou. Louis, il le gérait bien. Il le mettait de côté et puis il le gardait que pour les matchs. Et veille de match, il lui faisait faire un petit réveil musculaire, un petit taureau, un petit tennis-ballon, et il le gardait que pour les matchs. Parce qu'il savait très bien qu'il avait un genou qui était cuit. Luis Fernandez, très proche des joueurs, super coach, super bonhomme. Et puis super mec. Et puis super mec, voilà, on le sait tous. Pierrot, tu voulais rajouter sur l'aspect physique des joueurs? Oui, bien sûr. Je rejoins là, pour le coup, on est obligé de rejoindre ce que dit Eric. En plus, voilà. Ça y est, tu fais le canard, ça y est. Il t'a regardé 2 fois, ça y est, t'as peur. Non, mais c'est vrai que par exemple sur la Coupe du Monde des clubs en 2025, elle aura lieu aux États-Unis du 15 juin au 13 juillet. Et vous vous rendez compte de ces dates? La saison, elle sera limite à peine finie. Tu m'as pris de vitesse, j'allais demander tout à l'heure, mais maintenant qu'on y est, vas-y. Non, mais l'assaut est lancé sur la Coupe du Monde des clubs, Eric. Mais à l'origine de ça, il n'y a pas Arsène Wenger là-dedans? Ah si, évidemment.
Et quand il était entraîneur, il criait pas parce qu'il y avait trop de matchs pour protéger ses joueurs. Il a même voulu faire une Coupe du Monde tous les 2 ans. Donc arrivé à un moment, il faut un peu arrêter quoi. Ouais, à un moment, faut pas vendre ton âme. Non, faut faire attention. Je pense que là, on est dans la sphère d'intérêt privé, pour ne pas dire. Et pourtant, j'ai rien contre Arsène, qui est un grand entraîneur, mais mais ça rien n'empêche. Moi, je pense que tu peux pas avoir un double discours. Non, faut faire attention. Rien n'empêche, mais c'est un ensemble parce qu'en plus aujourd'hui, on demande aux téléspectateurs de payer des chaînes assez chères pour regarder des matchs, mais c'est pour voir des mecs cramés qui jouent tous les 3 jours. Voilà, c'est pour ça qu'après ça met en avant les gros efforts que font les grosses cylindrées, comme le Real. Encore une fois, Manchester City, ce sont des jeux assez énergivores, mais tous les 3-4 matchs, on peut pas toujours tomber sur des beaux matchs. Il faut s'y faire. C'est le football d'aujourd'hui. On veut faire du spectacle, mais on tire un peu, on essore jusqu'au bout les joueurs, quoi. Est-ce qu'on est là-dedans, parce qu'on est quand même que fin octobre. Est-ce qu'on est déjà là-dedans? Est-ce que toi, avec ton expérience, tu vois des équipes déjà fatiguées fin octobre par rapport aux autres années, Eric? De toute façon, quand la saison comme ça avance, plus les terrains sont gras, plus tu es sujet à blessure. Ouais. Automatiquement, dès que les terrains sont gorgés d'eau, évidemment avec la température, et sont moins praticables, t'es sujet à te blesser. Donc c'est vrai que l'accumulation de matchs, moi je trouve que c'est quand même dangereux. Ouais. On est d'accord, Pierrot? Bien sûr, et ça rejoint le nouveau format de la Ligue des Champions. Qu'on en dise, il y a plus de matchs. Quand tu fais un bon championnat, tu arrives au mois d'octobre, tu sais ce qu'on dit à chaque fois? Quand tu es dans un staff, on dit qu'il faut à tout prix qu'on passe l'hiver. Voilà. Quand tu passes l'hiver, c'est Georges Beretta qui dit ça, avec qui j'ai travaillé à l'AS Saint-Etienne, qui nous a quittés il n'y a pas bien longtemps, et pour qui grand footballeur français. Georges Beretta, qu'une belle personne qui est partie, franchement, ça m'a peiné. C'est bien de lui rendre hommage. Très bien. Tu peux pas imaginer. Ouais. Et il me disait toujours, quand je le voyais là-bas, il me disait, il faut à tout prix passer l'hiver. Si on passe l'hiver, je pense qu'on peut faire une belle saison. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas te blesser, il ne faut pas que tu prends un carton bidon si tu prends 2-3 matchs. Enfin, tu vois, des choses comme ça. Ça, c'est très important. Ouais. Est-ce que c'était lié à la crise de novembre que tu as dû connaître beaucoup de fois au PSG, non? La fameuse crise de novembre. Mais c'était pas que physique, ça. Non, je pense qu'il y avait d'autres problèmes. La crise de novembre. Il y a des entraîneurs qui n'ont pas passé l'hiver. Mais bon, à Paris, c'est dur. Le costard est dur à porter quand même. Parce que là, quand je vois quand même, je te fais juste une parenthèse. Je sais qu'on est un peu limité par le temps. Non, tu es notre invité. C'est super intéressant. Quand je vois quand même, pour revenir sur le Paris Saint-Germain, Verratti, Ibrahimovic, Mbappé, Neymar, Messi, tout d'un coup, Barcola, Dembélé, Colomani doivent remplacer ces joueurs-là. Et les enfants, le costard est dur à porter. Ouais. C'est très très dur pour ces joueurs-là, sans incriminer quoi que ce soit à qui que ce soit. Je pense que c'est compliqué pour ces joueurs-là de remplacer ce type de champion. Ouais, on est quand même passé de... C'est vrai, c'est bien de le mentionner. Après, oui. Bien sûr, mais ça, après, qualitativement, ça aurait été impossible de tous les remplacer pour des joueurs du même calibre. Oui, mais alors il ne faut pas attendre des résultats exceptionnels. Ça, faut faire attention à ça. À ce moment-là, fixer les objectifs dès le début de saison. Ouais. Ce qu'on disait en off tout à l'heure, moi quand j'ai vu, c'est vrai que c'était Paris-Montpellier, mais quand j'ai vu Paris-Montpellier, j'ai dit, il y a l'empreinte vraiment du jeu, il y a vraiment l'empreinte de Luis Enrique. Paris va prendre la Ligue des Champions, je l'ai dit à l'antenne. Depuis... on comprend plus ce qu'il fait, Luis Enrique. Ils n'ont pas apprécié ce que tu as dit. Non, mais contre Strasbourg, il y a eu le jeune Mayoulou qui a marqué notamment. Donc il y a un bon mix des jeunes. On dit souvent que le PSG, c'est un peu comme le Real Madrid. Il n'y a jamais d'année de transition. Mais là, on en parlait tout à l'heure avec Dan. Le fait d'avoir prolongé Luis Enrique, il est clivant, Luis Enrique, ça, on est entièrement d'accord. Mais on a envie de croire qu'il va faire monter une équipe de jeunes. Alors, ça n'a pas été un succès probant avec l'Espagne. Enfin, pas toujours. Il n'y a pas que lui, hein. Quand on dit Luis Enrique, ça englobe bien sûr. Ça englobe qui? Le board. Campos. Attention. Le Campos, oui. Lui, attention. Allez, parle-nous. Allez, Eric, on s'en sort, t'as envie de... Allez, Eric, lâche-moi. Mais je pense que c'est un tandem, mais je pense que lui aussi, peut-être qu'ils se remettent tous en question là-dedans pour monter une équipe qui soit un petit peu plus compétitive. Moi, je sais pas ce que t'en penses, mais moi j'ai trouvé ça. Alors peut-être c'était la date de son contrat et tout, mais de le renouveler, de le prolonger là, cette période. Pourquoi il a été prolongé là? Ils ont anticipé ou c'était vraiment la fin de son contrat? Je pense que c'était peut-être le timing. Ouais. Oui, parce que tout le monde est un peu dubitatif. Ça a fait un peu jaser parce que derrière, si d'un seul coup il pète tout, que tout le monde l'adore et tout, mais c'est pas le cas.
Alors, c'est assez. On est quoi, sur du long terme? Ouais, et c'est assez paradoxal parce qu'on dirait que c'est quelqu'un qui a enfin. Le fait que les stars, les grosses superstars qu'a évoqué Eric soient partis, ça aide forcément, mais on dirait qu'il a l'emprise sur le groupe et ça rend le groupe plus gentil, plus appréciable du point de vue du public. Les gens, j'étais au parc il y a pas longtemps contre Brest, il y a des maillots de Barcola et des maillots de Dembélé, les gens sont heureux de venir au stade. Et ce qui est paradoxal, c'est que Luis Enrique, en conférence de presse, il est imbuvable. Voilà, il est imbuvable, personne ne l'aime, il n'aime personne. Donc c'est un peu paradoxal. On s'était dit enfin un groupe lisse, pas une tête qui dépasse, pas d'affaires extra sportives. Tu sais qui est la star de l'équipe alors? La star de l'équipe, c'est lui. Ben oui. Bien sûr. Oui, voilà. c'est lui. C'est ce qu'on n'a pas eu. D'autres s'y sont cassés les dents. Eric a connu Christophe Galtier, donc il s'est cassé les dents. Thomas Tourelle. C'est pas une mauvaise chose que ça soit le taulier s'il est bon. S'il a des résultats, c'est comme on dit, c'est à la fin du bal qui paye les musiciens. Bon, il l'est sûrement. Après, des fois, on peut se tromper, on ne sait pas ce qui se passe dans la semaine. Bon, moi, je pense sincèrement qu'hier, il s'est planté complètement, mais ça regarde que moi. Après, on ne peut pas être entraîneur du Barça et de la sélection espagnole sans être un bon entraîneur. C'est pas possible. Et puis toujours le débat, la manière ou le résultat, parce que l'année dernière, on se souvient des culottés Newcastle, Milan, et il fait demi-finale contre Dortmund au final, qui est un bon parcours quand on regarde. Oui, quand même. On n'est pas en train de lui jeter la bière, on est juste inquiet. Voilà, on l'appellera un jour. Voilà, on l'appellera. Restez avec nous, on revient tout de suite après ça avec Eric Blondel sur le parcours d'Eric Blondel. Là, ne loupez pas ça, surtout pas. À tout de suite. Les vraies voix du foot, 20h-21h, Tonton Maurizio. Vous êtes toujours sur les vraies voix du foot avec mon Pierrot, Eric Blondel et Maxime à la réalisation. Je crois que Maxime vient de me donner une info. Brest. C'est terminé un partout entre le Stade Brestois et le Bayern Leverkusen. Voilà, grosse performance de Brest. On est content pour eux. J'espère qu'ils le sont parce qu'accrocher le Bayern, c'est. Ils sont dans le top 5 du classement de la Ligue des Champions. Incroyable. On est une finale Brest-Monaco. Voilà, Brest-Lille. Un trio, Brest-Lille-Monaco. Il y aura litige. Alors, on est sur notre dernier sujet. Attention, je vous l'ai promis. On a sur ce plateau Eric Blondel, notre invité ce soir. Bon, pas Eric, triple champion du monde de kickboxing, responsable de la sécurité du groupe professionnel du PSG de 93 à 2000, préparateur physique du PSG sous Luis Fernandez et conseiller sportif de Bernard Cayazo à la S Saint-Etienne. Je me suis arrêté là parce que déjà là, il y a matière à te poser 1 milliard de questions. Donc moi, ce que je voudrais déjà, c'est que tu baisses les yeux quand je te parle. Ah, pardon. Parce que non, mais le mec, il a pris la confiance. T'as vu, on l'a accueilli, il a fait un café, qu'il n'a pas bu d'ailleurs, il a pris un verre d'eau. Déjà, le mec, il arrive, il joue. C'est trop fort le café. Voilà. Fais attention parce que je peux te boxer en gardant juste la main droite dans la poche. Je me sers que de la main gauche. Fais attention, ça va vite encore. Oui, mais t'inquiète pas, je vais te dire ce qu'il a dit sur toi, Pierre, et tu verras que c'est après lui que t'en auras, pas après moi. Je parlais de quelqu'un d'autre qui est parti. C'était pas le même Eric Blondel. C'était pas le même Blondel. Alors, en tant que spécialiste de la sécurité, t'as quand même, tout à l'heure je te parlais de Montpellier-Marseille, mais t'as quand même une grosse expérience. Est-ce que tu peux nous donner quelques infos, comment ça gère tout ça, comment t'es tombé là-dedans? On commence par ton parcours de champion déjà? Triple champion du monde. On par ce que tu veux. Vas-y, triple champion du monde de kickboxing. Oui, j'ai fait 49 combats, j'ai eu une défaite. J'ai perdu contre Verheyen, un Hollandais, malheureusement. Ouais. Et puis voilà. Et comment tu t'es retrouvé dans le football du coup? Je me suis retrouvé dans le football parce qu'à l'époque, j'avais Jean-François Domergue, avec qui j'étais assez proche. Ancien footballeur qui a joué dans l'équipe avec. C'est les champions de l'époque. De l'époque, ouais. Platoche, Louis, Tigana, le carré magique et tout, avec Alain Giresse, etc. Et il cherchait des gens qui étaient dans le sport pour travailler un petit peu avec eux au Paris Saint-Germain. C'était l'Air Canal qui venait d'arriver avec Michel Denisot, Jean-Michel Moutier et Luis Fernandez qui arrivaient par la suite. Et je me suis retrouvé là, par hasard, ils cherchaient quelqu'un pour faire la sécurité autour des joueurs parce que là-bas, il y avait eu des soucis. Ça commençait à arriver. À l'époque, le no man's land du camp des loges n'était pas comme aujourd'hui, même s'ils sont partis à Poissy, n'était pas fermé comme aujourd'hui. Ouais. Donc ils partaient en forêt, ils étaient emmerdés, il y avait eu plein de problèmes. Il y avait eu le fameux problème du match PSG-Caen, je ne sais pas si vous vous rappelez, en tribune et tout. Bon, c'est comme ça qu'ils sont venus me chercher. Bon, et puis moi, passionné de football, j'aurais jamais pu imaginer par la suite que j'aurais fait tous ces clubs où j'ai été, parce que j'ai fait aussi Cannes, j'étais au Qatar. Ouais, c'est ça, j'ai donné une partie de ton CV qui est déjà chargée, mais Pierrot, on a 1000 questions à te poser. Ouais, mais c'est vrai que je rebondis sur ça, parce que déjà c'est important de savoir, on a sûrement beaucoup de jeunes auditeurs, c'est important de savoir que le PSG existe avant les Qataris. Hein. Et avant, il y avait, Eric a évoqué PSG Caen, alors ça parle peut-être pas à tout le monde, mais il y a eu, moi, de mon expérience, de mes souvenirs, il y a eu PSG Galatasaray, il y a eu Hapoel Tel Aviv,
Juve. Lorsqu'il y avait Auteuil. Il y a eu le Paris Saint-Germain de M. Daniel Echter. Il y a eu le Paris Saint-Germain de M. Francis Borrelli. Il y a eu le Paris Saint-Germain de l'ère Canal. Avec M. Michel Denisot, avec M. Charles Bietri, avec M. Laurent Perpère, etc. Et puis après, évidemment, par la suite, ils sont arrivés, les Qataris. Heureusement d'ailleurs, parce que grâce à eux, on a quand même vu des noms qu'on n'aurait jamais vu autrement dans le championnat de France, parce qu'il n'y a pas qu'au PSG. Je pense qu'à chaque fois que le Paris Saint-Germain se déplaçait pour voir ces ballons d'or qu'il y a eu dans ce club, je pense que tous les gens étaient contents dans toutes les villes de France. Et ça a permis de lisser, on va dire, les tribunes, même si ça avait commencé avec le plan Le Prou, pour ceux qui s'en souviennent. Mais voilà, puisqu'on parlait sécurité, c'est vrai qu'avant, l'antagonisme entre Boulogne et Auteuil, qu'on ne présente plus vraiment, c'était quelque chose. Et en termes de sécurité, c'était pas l'époque la plus jolie pour aller dans le stade. Moi, il s'avère que c'était les années où j'y allais le plus souvent. Mais voilà, c'était souvent des ambiances différentes d'aujourd'hui. Et pourtant, t'es pas vieux, toi, tu viens de naître. Je suis né il y a pas longtemps là. Ah oui, non, mais c'est pas lui. Lui, il en est à sa deuxième vie. Non, mais c'est super intéressant pour recentrer sur Eric, qui a connu Luis Fernandez, donc il nous parlait aussi un peu en ami avec Luis Fernandez. Voilà, et qui a fait Saint-Etienne aussi. Puisqu'on fait le PSG, c'est un peu le fil rouge, puisque c'est le club le plus médiatisé, mais tu as connu Christophe Galtier, du coup, à Saint-Etienne. Et explique-nous un peu maintenant, aujourd'hui, on va dire quoi, il y a Pintus qui est suivi en Ancelotti, et Robert Duverne en termes de préparateur physique, les plus connus, je parle. Quel est le rôle d'un préparateur physique aujourd'hui dans un grand club? Cyril Moine qui a suivi Deschamps aussi. Tout à fait, Cyril Moine, plein comme ça. Je voulais juste revenir, on a dit Luis Fernandez avant d'aborder le côté préparateur physique, parce qu'on a 1000 questions. Luis Fernandez, tu nous as dit en off que c'est lui qui a décidé de prendre des gens, pas forcément du football. Luis, quand il est dans un staff, il essaye toujours d'avoir une valeur ajoutée dans ce qu'il fait. Donc, à l'époque, il a voulu renforcer son staff. Alors, il avait des gens du foot, parce qu'il y a eu Toko, il y a eu Boubacar, qui ont été des grands joueurs du PSG, aussi des attaquants. Et puis, il a été chercher Jean-Claude Perrin, qui venait de la Perche, moi qui venais de la boxe pied-point, Tiburce Darou, qui venait du tennis ou autre, parce qu'il avait fait plusieurs choses. Et il y avait même Hakim Chalabi qui l'a fait rentrer comme docteur au Paris Saint-Germain. Il est toujours Hakim là-bas au PSG. Il faut savoir qu'Hakim, les gens ne savent pas, c'est un ancien champion de France de judo. Donc il a voulu... C'est important de préciser ça, de dire que tu peux rebondir. Voilà, tu as une carrière de boxeur et puis derrière, tu as des gars comme Luis Fernandez qui savent amener d'un sport à l'autre, miser sur des gens. Mes amis, je vais vous arrêter tout de suite. Moi, je suis un privilégié. C'est-à-dire qu'après ma carrière de boxeur, j'ai eu la chance de rencontrer des gens à Canal qui m'ont fait rentrer au Paris Saint-Germain, qui s'occupait du PSG. À l'intérieur de ça, je suis devenu, par la force des choses, on a la même façon de voir les choses, la vie, les amis, la famille, Luis Fernandez, qui m'a beaucoup aidé pour que j'évolue dans le football. C'est super important. Et point à la ligne, c'est ça la vérité. Et derrière, donc j'ai coupé Pierrot, mais je te relance sur l'aspect préparateur physique. Donc là, d'un seul coup, il a fallu que tu apprennes, il a fallu que tu te remettes. Il y a une grosse remise en question pour devenir préparateur physique. J'ai passé une validité d'expérience. C'était beaucoup plus simple pour moi parce que propre cobaye, tu penses bien que je connaissais un peu la préparation physique. J'ai pas besoin qu'on mette un GPS dans le cul pour savoir ce qu'il fallait que je fasse, parce que maintenant c'est la nouvelle actualité. Tu comprends. Maintenant, on te met un GPS, on dit, alors que le GPS, c'est bien pour avoir les données des joueurs. Mais pardon, aujourd'hui, tu as l'impression que maintenant, quand tu es préparateur physique, on te met un GPS. Moi, j'ai connu les mecs, il y avait une règle, un stylo, ils faisaient leur coupeur, leur truc et tout. Et maintenant, attention, là, celui-là, tu te rends compte, il a couru 2 minutes de moins que celui-là. Attention, il ne faut pas qu'il joue la semaine prochaine. Non, arrêtez votre cinéma. Non, la préparation physique, c'est une valeur ajoutée au staff. Et les GPS, toute la technologie, ça doit être aussi une valeur ajoutée à la préparation physique. Parce que mais il ne faut pas qu'un empiète trop sur l'autre. Il ne faut pas faire l'inverse. Je pense qu'un préparateur physique, déjà, il doit avoir de l'enthousiasme, il doit avoir de l'autorité, et comme je te disais, comment dirais-je avant l'émission, il doit aimer ses joueurs, il doit montrer qu'il est présent, il doit être à disposition, et puis il doit montrer une certaine énergie. Moi, j'aime pas travailler dans un staff avec les gens qui font la gueule. J'ai horreur de ça. Parce que tu travailles dans un staff des fois avec des gens qui font la gueule. Ils font la gueule pourquoi ? Parce que leurs femmes les ont emmerdés, parce qu'ils sont pas assez payés, parce que qu'est-ce qu'ils ont ? Tu vois ce que je veux dire ? Et quand tu travailles dans un staff de foot, il faut que tout le monde amène une bonne énergie. Et pour ça, il faut être positif. Si t'es pas positif, tu ne peux pas réussir. Il faut que les planètes soient alignées, on est d'accord, voilà. Giro, tu voulais demander. Oui, alors il parlait tout à l'heure des personnes hors foot que Luis Fernandez a fait venir. L'exemple le plus notoire, c'était Yannick Noah
en 96, lorsque le PSG est à la lutte avec la JOCR en championnat et perd le titre au final face à la JOCR. Celle-là, je l'attendais, mais alors tu peux pas imaginer. C'est marrant, il m'a pas encore parlé de Ronaldinho, ça va pas tarder, mais celle-là, je quand il va se lever, toi. Je bouge pas. Non, mais voilà, et après, au final, il y a eu cet effet psychologique de Yannick Noah. C'était pas un préparateur physique, mais beaucoup disent que ça a été un effet psychologique sur les joueurs. Non, tu te trompes complètement. Mais j'attendais un contrat de guitare, justement. Yannick, il est arrivé dans notre staff pour passer 2-3 jours avec nous là-bas. Pour le match, il n'a pas du tout passé la semaine. Il est passé 2-3 jours avec nous pour la finale de la Coupe d'Europe. Bien sûr. Il les a emmenés sur la plage, il a marché un petit peu. Avec eux, il leur a parlé un peu. Et il a chanté 2-3 chansons. Les enfants, toute l'année, tu les as avec toi. Pendant des mois et des mois, tu les prépares pour cette échéance qui est extraordinaire. Parce qu'en fin de compte, Coupe d'Europe, c'est match après match et jour après jour quand tu passes. Ouais. C'est pas Yannick Noah qui a fait gagner la Coupe d'Europe au Paris Saint-Germain, même si après ils se sont tous servis de ça un petit peu en haut, parce que Yannick Noah, c'est quand même Yannick Noah, c'est un mec qui a des grands tournois de tennis, il a apporté en tant que capitaine, en tant que tout ça. Et d'un point de vue médiatique, c'était ce qui avait été mis en avant, évidemment, qu'avant il sorte la couronne. Crois-moi, c'est pas lui qui a fait gagner l'équipe. C'est clair, on a une réponse du coup. On a une réponse à. Oui, non, mais bien sûr, il faut un parcours très très fort en Coupe d'Europe à l'époque. Mais voilà, du coup, 93 à 2000, tu as connu, Eric, les stars, les premières vraies stars de l'époque, de Ginola à Rai en passant par Valdo, etc. Est-ce qu'il y en a une qui t'a marqué? David, j'ai pas connu longtemps. Moi, quand je suis arrivé, il est resté qu'1 an. Après, il est parti. Mais bon. Celui qui t'a le plus marqué, le plus courageux. Question difficile, parce qu'il y en a sûrement plein. Mais alors, celui qui m'a le plus marqué, si on fait, footballistiquement, athlétiquement, Nicolas Nelka. Ah oui, c'est pas celui qu'on aurait. Nicolas Nelka, c'était un phénomène. Crois-moi. Il a 200 à l'heure, les 2 pieds, tout extraordinaire. Après, si tu fais une globalité sur la préparation physique, sur l'attitude, sur footballistique, sur tout ce que tu peux imaginer, renforcement musculaire, enfin la globalité, ce que tu peux demander à un joueur, Rai. Tu vois, c'est des trucs, Rai, c'est le grand frère. Et après, t'as des mecs qui m'ont marqué, comme Jimmy Algerino, comme Vincent Guérin, comme Laurent Fournier, comme Bernard Lama, pour moi, qui est le plus grand gardien de l'histoire du Paris Saint-Germain. Ça m'est personnel, mais pour moi, c'est le plus grand gardien encore aujourd'hui. Ça se défend. Encore aujourd'hui. Après, moi, j'ai une question, je reviens, c'est toujours la même question qui revient, mais moi, elle me turlupine vraiment. Est-ce que là, nouvelle formule, Ligue des Champions, de l'accumulation de matchs, on va aller au bout? Qu'est-ce que t'en penses, toi, en tant que préparateur physique? Tu serais demain dans un club, là, t'arriveras à faire bosser les mecs, à te projeter dans 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an? T'as pas le choix. T'es obligé de faire avec les plannings qu'on te donne. Mais à choisir, non. Si j'ai le choix, non, mais si je travaille dans un club, je suis obligé. Mais si moi, je suis par exemple dans une structure où je suis obligé de prendre une décision, on dit les gars, forcément, il faut une alerte. Attention, les mecs, on va les péter. Voilà. Là, tu sonnerais l'alarme. Oui, surtout qu'aujourd'hui, de plus en plus de clubs ont des effectifs un peu surdimensionnés. On a souvent rigolé de Chelsea qui a acheté à foison cet été sans réussir à vendre. Tu te retrouves avec un groupe de 30-35. Non, bien sûr, pas tous. Quand Jean-Louis Gasser prend les Saint-Etienne en plein mercato, s'il fait pas venir Subotic, Dubochi, Ntep, Mvila, l'équipe a descend. Donc arrivé un moment quand Gasset prend les Saint-Etienne et qui fait de sorte à sauver l'équipe, il demande quand même à Romeyer et à Cayazo de sortir des sous. C'est ce qu'il va faire pour faire ces salaires-là, parce qu'autrement tu dégringoles. Donc là tu es en train de nous donner une info, il va faire la même chose à Montpellier. Je ne conseille pas de reprendre Paul Georges Ntep. Je suis pas certain. Non, mais à l'époque, je suis pas certain que Monsieur Nicolin il ait autant d'argent, enfin bon, je suis pas à Montpellier, mais ou qu'il accepte ce genre de truc. Mais à l'époque, Laurent Meillet et Bernard Caillot, ils ont accepté ça. Voilà. Ça, les gens, ils en parlent pas beaucoup quand même. Voilà. Écoute, c'est toujours comme on le disait, et que je me répète encore une fois, c'est toujours trop court. Merci Eric Blondel. T'as vu, moi je veux juste te répéter une dernière fois qu'il t'a coupé 2 fois la parole. Voilà, je dis ça, je dis rien. Voilà. C'est mon casque qui déconne un peu. Attention, faut pas tout remettre sur la technique. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Merci Eric Blondel d'être venu passer ce moment avec nous. Merci à Maxime, merci à vous tous, merci à Pierre Grégoire, mon Pierrot à moi. Merci Maurizio. Et on vous donne rendez-vous demain. Alors demain, vous avez But Football Club 20h-21h. Mardi prochain, les vraies voix du foot avec Philippe David, Guy Carlier et Manu. Et on reviendra mercredi prochain pour une nouvelle émission. Merci à tous les auditeurs, merci de nous suivre. Merci à tout le monde. Tous derrière Lille. Et tous derrière, on est tous Lillois. Bonne soirée. Salut. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons